m'appelle Claire Guessard, je suis diplômée d'ostéobio en 2012 et ça fait depuis 2015 que j'exerce spécialement autour de la périnatalité, donc les femmes enceintes, postpartum, désir d'enfant et puis tout ce qui est nourrisson, enfant jusqu'à l'adolescence. Voilà, c'est un domaine qui est assez spécifique pour qu'on puisse ne faire que ça dans sa pratique d'ostéo, même si voilà, c'est un vrai choix par rapport à l'orientation des formations complémentaires que j'ai pu faire après l'école. Et je travaille au CROM, donc c'est un centre mère-enfant avec des praticiens de santé uniquement axés sur la pratique thérapeutique manuelle, donc kiné, masseur, ostéo, donc un centre spécialisé. Donc pour les bébés, on peut les prendre en charge depuis tout petit et la plupart du temps, les patientes, alors il y a vraiment deux catégories. Il y a des patientes qui viennent pour un problème spécifique, comme un patient lambda, on va le traiter pour les causes pour lesquelles il vient consulter. On a aussi une grosse partie des patientes qui viennent, donc des mamans qu'on a pu voir en prénatal, qui reviennent avec leur enfant, avec pas forcément un souci, mais dans l'idée d'un bilan. Pour elles, c'est un bilan. Et finalement, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas forcément si normales que ça, mais les mamans trouvent que c'est normal qu'un bébé pleure énormément ou qu'un allaitement, ça se passe pas bien. Voilà, des choses qui finalement, en fait, sont des soucis. Donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'on on propose toujours de voir l'enfant dans les premières semaines de vie pour pouvoir faire un bilan et pouvoir aider les parents dans leur rôle de parents, puis dans les petits soucis que peut rencontrer leur enfant pour que tout se passe de la manière la plus sereine possible dans la famille. Super. Donc sur les motifs de consultation qu'on peut rencontrer les plus fréquents chez un tout nourrisson, c'est beaucoup axé en fait autour du bassin et autour de la sphère céphalique. Donc ça va être tout ce qui est les problèmes de régurgitation, reflux, les problèmes digestifs, constipation. C'est plutôt ces deux problèmes-là qui interrogent les parents et qui sont voilà, ça c'est vraiment tout à fait lié au mécanisme de la naissance. Et puis donc toute la sphère céphalique, ça va être les soucis d'allaitement, donc avec tout ce qui est la mâchoire, les voies ORL supérieures, la tête plate. Généralement, c'est ça qu'on cite en premier, mais parce que ça se voit plus. Et les parents sont plus alertés maintenant par rapport à ce problème-là. Quand ils commencent à grandir, on peut avoir aussi les problématiques de sommeil. Voilà, tout ce qui est autour de ces sphères-là. Et puis après, nous, on va être dans le centre où je travaille. Du coup, il y a des kinés qui travaillent beaucoup sur l'aspect moteur. Donc, on va aussi pouvoir être amené à suivre des patients avec des soucis, des pathologies, notamment neurologiques ou pas d'ailleurs, mais donc dans leur développement, en fait, il y a le nourrisson et puis quand même les premiers mois de vie, l'évolution de l'enfant est très rapide et quand il y a des soucis moteurs, la marche, l'appréhension, toutes les fonctions motrices, en fait, on va avoir un grand rôle à jouer en partenariat avec les autres professionnels. Ça peut être les kinés, les ergos, les orthodontistes, mais ça c'est plus tard quand même, les orthophonistes par contre aussi avec les problématiques de frein de langue, etc. Bref, c'est très vaste. Et puis l'allaitement, oui, qui est un gros sujet dont on parle peu et pour lequel on ne sait pas trop que l'ostéopathie, on aide quand même beaucoup les familles avec ce projet-là et qui est un beau projet, je pense. Alors, une consultation d'ostéopathie pédiatrique, la première notamment est très longue, souvent très longue, parce qu'on a plusieurs interlocuteurs forcément. On a au moins un parent, on a l'enfant, on a souvent deux parents, voire une grand-mère, une nounou. Donc, il faut gérer tout ce monde-là qui apporte des informations. Et la périnatalité, il y a vraiment cette idée d'un gros bouleversement en fait au niveau de la vie des gens à ce moment-là. Et donc, ils ont besoin beaucoup de parler. Donc, il faut avoir envie de parler beaucoup aux gens aussi et de prendre le temps de les écouter parce qu'il y a une grosse recherche, en tout cas... Peut-être c'est plus vrai dans ma région, mais plus que dans d'autres. Mais en tout cas, les parents ont souvent un gros besoin de pouvoir parler et ils savent qu'on a plus le temps qu'un pédiatre ou qu'un médecin généraliste. Donc, ils vont souvent nous livrer plus de choses et
moi, c'est un côté que j'aime beaucoup dans mon métier aussi, de pouvoir partager. Et le fait de dire des choses, on peut aussi mieux comprendre les réactions de l'enfant, parce que lui, l'enfant, en fait, à part son corps et ses réactions, il va pas pouvoir, lui, nous dire tellement ce qui... L'enfant, il triche jamais, en fait. Le bébé, le tout nourrisson, il ne peut pas tricher. Ce qu'on voit de lui, c'est... Voilà, il n'y a rien à décortiquer, c'est brut. Et ça, c'est passionnant. Par contre, c'est toute la sphère familiale qu'on va pouvoir traiter, même si, évidemment, on traite les problèmes mécaniques. Je suis partie complètement dans autre chose que la séance, mais il y a l'anamnèse, en fait, qui est très longue, enfin, qui n'est pas forcément très longue, mais en tout cas, qui est très riche. On va récolter toutes les informations concernant le couple, l'histoire déjà voilà, de la grossesse, comment s'est passée la grossesse, est-ce qu'il y a eu des événements, puis après l'accouchement évidemment, parce que ça c'est c'est beaucoup de contraintes mécaniques pour l'enfant, et donc c'est une raison majeure des problématiques qui vont se poser à l'enfant après, une fois qu'il est né et dans ses premières semaines. Donc très important de faire vraiment le tour de toute cette question-là avec les parents. C'est très très riche et important d'avoir le père et la mère, ou l'accompagnant en tout cas, parce que c'est des moments où l'objectivité elle n'est pas forcément là, la fatigue est très présente, donc voilà, c'est très important. Et pendant tout ce temps de parole, finalement, on peut beaucoup observer l'enfant, comment il réagit avec ses parents, comment le parent va le tenir sur ses genoux, collé, très loin. Ça indique beaucoup de choses, et puis on le voit babiller ou pas, ou dormir calmement, ou téter d'ailleurs. Donc là, ce temps-là est long, mais très précieux. Ensuite, évidemment, on va regarder le pourquoi l'enfant est là. Donc toujours, il y a une espèce de petit rituel qui est organisé pour pouvoir observer l'enfant dans ses gestes et puis dans son aspect physique. Donc tout l'examen visuel, l'examen moteur aussi selon son âge, parce que ça aussi, ça va très vite chez le nourrisson. Donc bien savoir à quelle étape de développement, lui, il se situe en particulier, qu'est-ce qu'il est capable de faire, de ne pas faire, quelles sont ses difficultés, objectiver aussi ce que les parents ont dit, parce que parfois, les parents ont une impression et on se rend compte qu'en fait, c'est pas exactement ça, mais eux sont peut-être pas au courant qu'un enfant, ça marche comme ça et pas comme ça. Notamment pour les problématiques de sommeil, par exemple, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. L'enfant, il doit faire ses nuits à tel âge ou tel âge, c'est très dépendant. Voilà, et ça peut être très lourd pour les parents. Donc voilà, on verbalise beaucoup de choses et puis on regarde comment l'enfant se comporte, ce qu'il arrive à faire physiquement et ce qu'il n'arrive pas à faire. Puis on va l'aider progressivement par des mobilisations douces. On peut faire des examens, on peut être amené à faire un examen moteur un peu plus poussé, un examen neurologique pour vérifier aussi certains aspects, plus neurologiques pour une éventuelle orientation. Voilà, on regarde beaucoup de choses. On teste beaucoup de choses et en même temps, on fait un peu le traitement. On montre beaucoup de choses aux parents aussi, parce que le temps de la consultation va se prolonger après à la maison aussi, avec beaucoup de conseils. Le temps thérapeutique, ça va être vraiment des mobilisations. Donc on fait ça dans le jeu, on fait ça selon l'âge de l'enfant, avec les parents, éventuellement avec leur aide, parce que c'est pas toujours facile pour un bébé de se laisser touché, manipulé par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Pour certains, c'est très compliqué, il faut de la patience. Mais ça se passe la plupart du temps très très bien. Et voilà, on mobilise doucement, on demande à l'enfant, on a des petits subterfuges pour pouvoir réussir à obtenir ce qu'on veut. Et souvent, l'enfant se sent soulagé quand même au fur et à mesure de la consultation. Et ça, c'est très bénéfique aussi pour les parents de voir l'enfant qui évolue et qui s'apaise, qui arrive mieux à téter aussi. Voilà, c'est pas exactement comme chez l'adulte pour l'ostéopathie pour adultes, où on reteste après effectivement les amplitudes de mouvement. Là, c'est un peu pareil. Enfin, c'est complètement pareil d'ailleurs, mais c'est pas l'enfant qu'on essaye de convaincre, mais plutôt les parents. C'est important parce que c'est pas si évident que ça parfois. Voilà, et donc après on a vraiment un temps avec les parents où on va leur montrer des gestuelles particulières par rapport à leur enfant, soit dans le but d'un petit exercice pour faciliter les choses, pour faire perdurer dans le temps les bénéfices de la consultation, soit des conseils plus bateaux, on va dire, de maternage, voilà, pour pas soulever l'enfant sous les bras, des choses assez
simples, mais qui sont pas forcément dites. Puis, enfin, il y a tellement d'informations quand on sort de la maternité avec un tout nourrisson que pour les parents, c'est pas forcément évident de tout retenir. Et voilà, dans l'habillage, il y a beaucoup de conseils aussi sur le couchage, le fait de mettre l'enfant sur le ventre régulièrement, plein de petites choses auxquelles les parents sont pas forcément familiarisés. Et donc, on en discute avec les parents. Donc finalement, on a fait beaucoup de blabla. Mais les enfants sont très réactifs. Souvent, ils réagissent même quand on discute de choses. Donc c'est assez fascinant. Et pendant tout ce temps où on parle, en fait, on montre beaucoup, on laisse faire les parents, ça leur donne confiance aussi dans leurs capacités. Et c'est très important. En cabinet libéral, bien sûr, comme tout ostéopathe, on peut s'installer en libéral. Moi, c'est mon cas. Il y a des confrères qui exercent également en maternité auprès des tout jeunes nourrissons et même en prénatal chez les mamans, etc. Il y a des suivis qui sont possibles. Pas dans toutes les maternités, mais ça s'ouvre de plus en plus. À l'hôpital également, ça dépend vraiment des services, des chefs de service, de l'ouverture d'esprit en fait du personnel. L'ostéopathie est de plus en plus présente à l'hôpital, dans le monde hospitalier, en clinique et en maternité. Les futurs étudiants qui souhaiteraient s'orienter vers cette spécialisation qui est fantastique, il faut savoir que c'est un monde. Alors après, chacun pratique de la façon dont il veut, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à avoir un contact avec les gens qui gérer des familles et pas juste un nourrisson. Ça, c'est important parce que moi, c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est pas forcément quelque chose auquel je m'attendais, mais c'est ce que j'aime dans mon métier aussi. Donc, ça ne va pas poser de problème, mais je sais que ça peut poser un problème. On a vraiment toute la sphère familiale à prendre en compte. Le conseil qu'on peut donner surtout, même si le bagage qu'on peut avoir en sortant de l'école au niveau de concernant la pédiatrie, il est suffisant, on va dire, pour des cas pédiatriques relativement simples. En tout cas, on va dire simple, c'est pas vraiment le mot adéquat, mais on va dire un bébé qui n'aurait pas de problématique un peu plus particulière. Mais si on veut vraiment en faire une spécialité à part entière, c'est vraiment important de pouvoir se former à côté dans le cadre de la formation continue parce que c'est un monde qui est tellement riche, les enfants évoluent énormément. On fait un métier en ostéopathie qui est passionnant parce qu'on s'occupe du corps entier, de tous les systèmes. Et donc, on se doit d'être vraiment très calé sur tous les systèmes. Et un enfant en croissance, c'est un enfant qui change toutes les semaines et qui a de l'évolution de tous ces systèmes en permanence pendant des années et des années. Pour suivre ces nourrissons et ces jeunes enfants, c'est vraiment important d'être très calé sur toutes ces évolutions et tout ce qui peut se passer, pas forcément toujours de manière idéale, parce qu'on est vraiment des acteurs de prévention aussi, au même titre que leur médecin généraliste ou leur pédiatre. On a vraiment une vision d'ensemble de tous les systèmes et c'est une richesse pour nous. Et pour ça, il faut vraiment pouvoir se former en continu à côté, ne pas négliger l'aspect recherche pour ceux qui sont encore à l'école et qui vont faire de la recherche, parce que une fois qu'on est sorti de l'école, quand on sait rechercher des informations, des scientifiques, des choses avérées pour suivre son patient, pour l'orienter de la meilleure manière possible, et c'est notre devoir, c'est vraiment fondamental. Donc pour moi, ça c'est deux grands axes, voilà, la formation continue et pouvoir être capable de faire des recherches et aussi l'aspect partenariat professionnel avec le réseau autour de son cabinet, parce qu'on n'est jamais seul dans un suivi d'enfants. Donc il faut pouvoir communiquer avec évidemment le pédiatre, éventuellement avoir des bonnes adresses pour orienter, parce que les enfants grandissent très vite, surtout à ces âges-là. Et du coup, quelque chose qui ne va pas, il faut l'orienter rapidement parce qu'on perd du temps bêtement, entre guillemets, pour les enfants. Ça les freine éventuellement dans leur autonomie, dans leur évolution. Et c'est vraiment parfois dommage. Il y a une errance thérapeutique pour certains qui est vraiment dommageable, et c'est dommage. Nous, on a le temps, en tout cas,
on devrait avoir un peu plus de temps peut-être et un regard plus large pour pouvoir orienter correctement les patients. Et ça passe par un bon réseau et des bonnes connaissances dans les domaines que j'ai cités avant. Et c'est ça qui est passionnant en fait. Et du coup, faut pas relâcher en fait. À la fin des études, c'est que le début. Il y a encore plein de choses à apprendre et à savoir et c'est ça qui est chouette.